Et l'invité d'Europe 1 Soir, exceptionnellement, n'est pas dans notre studio à Paris, mais nous reçoit ici à Londres, dans les locaux de l'ambassade de l'Équateur. Bonsoir Julian Assange. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Wikileaks, vous êtes australien et vous êtes enfermé dans cette ambassade ici depuis 8 mois. Comment se passe la vie ? Eh bien, le personnel de l'ambassade est très gentil. Nous sommes devenus un petit peu comme une famille, après avoir passé quelque chose comme 9 mois ensemble. C'est pas facile de rester en bonne santé dans cet environnement, mais on fait au mieux. C'est assez grand, cette ambassade ? Pas très spacieuse, mais assez grand pour moi. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que si vous sortez, les Britanniques vous arrêtent, il y a un policier juste devant la porte, il risque de vous extrader en Suède, et les Suédois risquent de vous extrader aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, qu'est-ce que vous risqueriez ? Il faut savoir que depuis juin 2010 environ, le gouvernement américain, en réaction à notre publication d'informations extraites du Pentagone et craignant de voir la publication d'autres informations venant du département d'État, les câbles, les télégrammes notamment qui ont été publiés, qui venaient d'ambassades américaines à travers le monde. Après tout ça, donc, le gouvernement américain a mis en marche une véritable machine de guerre avec toutes les administrations, toutes les agences gouvernementales. Il y a une douzaine d'administrations. C'est la plus grande enquête qui ait jamais été menée à l'encontre d'un particulier depuis le 11 septembre. Et il y a une équipe de 120 personnes au Pentagone qui travaillent 7 jours par semaine. Ça, c'est le Pentagone, mais il y a en plus le ministère de la Défense, le FBI, la CIA, le département d'État, le procureur de la République, le ministère de la Justice. Toutes ces administrations ont fait état d'équipes qui travaillent contre nous. Potentiellement, si un jour vous étiez extradé aux États-Unis, qu'est-ce qui pourrait vous arriver à vous ? La prison, naturellement ? Alors théoriquement, oui, je pourrais passer des dizaines d'années en prison. Il y a eu d'ailleurs d'autres cas analogues. La personne avec laquelle je suis accusé d'être entré en collusion, Bradley Manning, lui, il est détenu sans procès depuis plus de 1000 jours. C'est la détention la plus longue sans procès d'un soldat américain. En tout cas, dans l'histoire américaine. Parce que ce Bradley Manning, donc ce jeune soldat qui est accusé de vous avoir donné les informations, il est non seulement détenu depuis très longtemps, mais dans des conditions épouvantables, un isolement total 24 heures sur 24. C'est encore vrai aujourd'hui ? Effectivement, je crois savoir par ailleurs que les conditions se sont un petit peu améliorées après les protestations, mais effectivement, ce sont des conditions très difficiles. On lui fait alterner le jour et la nuit, on l'a privé de ses lunettes, de ses vêtements, on l'a gardé effectivement en isolement pendant plus de 9 mois. Et d'ailleurs, les Nations Unies elles-mêmes ont constaté après une enquête que son traitement s'apparente à la torture. Voilà tout ça, Julian Assange, pour expliquer pourquoi vous êtes ici dans cette ambassade et pourquoi vous faites tout pour ne pas être extradé aux États-Unis. Alors, depuis cette ambassade, aujourd'hui, vous sortez de votre silence en publiant un livre qui s'appelle « Menaces sur nos vies privées. Comment Internet nous espionne, comment résister ». C'est publié en France par Robert Laffont. Et la surprise, parce que on pouvait vous imaginer fan d'Internet et de la transparence et de la liberté de tout mettre sur Internet. Et ce que vous dites, c'est presque le contraire. Ce que vous dites, c'est attention, Internet, c'est un totalitarisme. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est probablement la plus grosse menace contre la civilisation humaine de tous les temps. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que cette menace ne concerne pas simplement un seul pays. Il arrive qu'un pays mette en place un régime totalitaire en raison de nouvelles technologies ou de facteurs politiques. Mais ici, cette technologie touche tous les pays de la planète. Chaque État-nation a intégré cette technologie. Résultat des courses, toute la civilisation humaine suit le même chemin. Il n'y a pas de séparation dans tous les États du monde, et même dans les classes dirigeantes. Il n'y a plus de distinction, dis-je, entre Internet d'un côté et l'État de l'autre. Et c'est donc la société qui est entièrement entre les mains de l'État. Donc les entreprises, les communications d'État à État, tout ça se passe sur Internet. Résultat, si quelque chose
se passe mal sur Internet, ça se passera mal pour toute la civilisation humaine. On vit tous dans le monde dans un État qui est pire que l'Allemagne de l'Est et à l'époque de la Stasi. Vous savez, pour ce qui est de la surveillance, la situation, elle dépasse tous les rêves de la Stasi. Le système de surveillance à travers Internet est absolu et total. Alors, si vous examinez une situation tout à fait banale, la vie quotidienne d'un mari et d'une femme, la journée commence, ils ont chacun leur téléphone portable, ils se disent au revoir, chacun va à son travail, et puis ils s'envoient des emails, des SMS, ils se parlent au téléphone, ils se retrouvent bien toute l'information, tous les échanges, les messages en ligne, les emails, les SMS, même les données GPS, tout cela est intercepté et enregistré. C'est l'or noir, que c'est le pétrole de demain, la collecte de ces milliards d'informations. Effectivement, si vous regardez les grandes puissances des télécoms, ces grands opérateurs qui transmettent des informations d'un continent à l'autre, et vous regardez les agences de renseignement qui sont là avec leur système d'écoute, quand ils gèrent tout ça, c'est comme quand on gère des pipelines de pétrole, justement. Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se produire, ça se produit en ce moment, et le coût de la surveillance est divisé par 2 tous les 6 mois. Je crois que l'agence de sécurité américaine, il y a 2 ans déjà, reconnaissait qu'elle interceptait 1,6 milliard de télécommunications, de communications par jour, alors qu'il n'y a que 7 milliards de personnes sur Terre. Vous dites que c'est la pire menace actuellement pour l'humanité, mais Julian Assange, c'est quand même une vision un peu noire. On est quand même ici à Londres ou chez nous à Paris dans une démocratie. Si un jour cette surveillance devient trop lourde, les peuples peuvent se révolter, peuvent tout simplement faire tomber les gouvernements qui nous surveilleraient trop. Il n'y a pas l'espoir que le peuple refuse cette surveillance ? Vous savez, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on ne peut pas véritablement faire intervenir la législation, les mandats populaires pour faire bousculer les choses, en tout cas pas dans le bon sens. La technologie qui permet de faire des interceptions en bloc est de plus en plus complexe et de moins en moins coûteuse. De ce fait, on ne peut même pas savoir s'il y a une agence de renseignement qui se sert de cette technologie. On ne peut pas le savoir. Sur le plan pratique, on ne peut pas réglementer tout cela. Et notre expérience nous montre que quand on essaye de réglementer ces interceptions, on n'y arrive pas. C'est presque impossible. Alors, ce que l'on pourrait imaginer, ce serait d'encourager les gens à chiffrer leurs messages, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce d'auto-réglementation. La France pourrait décider par règlement que tous les fournisseurs d'accès Internet français, lorsqu'ils établissent des connexions vers des fournisseurs d'accès d'Amérique latine ou des opérateurs de télécom, doivent tout chiffrer en bloc. Pourquoi pas? Et donc tous les messages, toutes les communications qui traversent les continents ou qui passent sous les océans, tout cela devrait être chiffré. Alors ça n'empêcherait pas la France de procéder à des interceptions de messages en masse, où les États-Unis n'interceptent peut-être pas tous les messages entre la France et l'Amérique latine, mais enfin beaucoup. C'est votre grand combat, le cryptage, le chiffrage, ça fait des années que vous en parlez. Si on pouvait, si les citoyens avaient le droit d'encoder, de crypter, de cacher leurs messages, alors Internet ne serait plus ce totalitarisme. D'ailleurs, on ne voudrait pas arriver dans une situation où tout est crypté, tout est chiffré. Ce qui paraît essentiel, par contre, c'est que, au minimum, les militants, les journalistes, les avocats, les opposants politiques puissent protéger leur propre communication avec un système de chiffrage. Parce que sinon, effectivement, on va se retrouver dans une situation quasi totalitaire. C'est-à-dire que tous les autres aspects d'une société totalitaire seront greffés sur cette technologie totalitaire. C'est ce que vous expliquez donc dans ce livre que vous co-signez avec Jacob Appelbaum, avec Andy Muller-Moog et avec le français Jérémy Zimmerman. Menace sur nos vies privées, publié chez Robert Laffont. Un dernier mot, Julian Assange, pour sortir d'ici, ça va être quoi la solution? Éventuellement de vous présenter aux élections sénatoriales australiennes?
Oh, ça ne changerait pas grand-chose à mon affaire. En tout cas, sur le plan juridique, ça ne changerait pas grand-chose. Non, il faut voir qu'en étant candidat aux élections, il n'y aurait pas d'assistance juridique, mais peut-être qu'il y aurait, on s'intéresserait de plus près à mon problème et que mon organisation rencontre. Wikileaks a été soumis quand même à des pressions extrêmes. Je suis venu ici pour une raison très précise. Autrefois, j'étais à l'extérieur de ce bâtiment, je suis entré pour créer une situation géopolitique. Situation qui attirerait l'attention du monde sur ce qui se passe aux États-Unis, avec cette histoire de grand jury qui veut m'entendre, le département de la justice, le FBI, enfin toutes ces enquêtes qui sont ciblées contre moi. Et d'ailleurs, les diplomates australiens eux-mêmes disent que c'est une enquête sans précédent dans sa dimension. Et nous, en tant qu'organisation, nous devons pouvoir lutter contre cette enquête, la marginaliser politiquement, l'écraser juridiquement. Et nous avons commencé à faire bouger les choses. Les gens commencent à se rendre compte de l'aspect franchement complètement injuste de cette opération. Et lorsque le gouvernement équatorien m'a donné asile, c'est en relation justement avec cette enquête. Et cela encore, sur le plan juridique, c'est un grand pas en avant. Merci beaucoup, Julian Assange, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Dans un instant, David Abiker puis Nicolas Canteloup.